Les grandes invasions mongoles du XIIIe siècle ont laissé des traces de dévastation. Des villes entières ont été dépeuplées, des groupes ethniques réduits en esclavage et déportés, et la famille de Gengis Khan est devenue la plus puissante du monde. Aujourd'hui encore, le terme « mongol » est utilisé comme une insulte sur les médias sociaux. Mais depuis peu, des voix se font entendre qui ne renient plus une certaine admiration pour ces guerriers des steppes. En juxtaposition avec le monde ancien et décadent des peuples sédentaires, de la Chine à l'Allemagne, les Mongols semblent avoir été des guerriers, frais et courageux qui engageaient leurs hommes et leurs femmes non pas en fonction de leur origine ou de leur position sociale, mais en fonction de leur habileté et de leur intelligence. Ils étaient plus proches de la nature que les habitants de Chang'an et plus tolérants sur le plan culturel que les croisés de Jérusalem. Une admiration similaire était portée par un certain Timur, même avant la fin du Moyen Âge. Plus d'un siècle après la mort de Gengis Khan, ce turco-mongol s'est fixé pour objectif de faire revivre l'empire mongol. Mais lui-même et son environnement en Ouzbékistan étaient néanmoins influencés par les Turcs, comme le reste de l'Asie centrale. Il a donc combiné l'ancienne culture turque avec des éléments du système de domination mongole, se proclamant émir d'Asie centrale. En quelques décennies, Timur s'est étendu dans toutes les directions. Il répandit la peur et la terreur, en particulier dans le Moyen-Orient islamique, en raison de ses méthodes violentes. Mais il était lui-même musulman et appréciait l'éducation et les arts. Timur invita de nombreux peintres et érudits à sa cour et fit construire de magnifiques splendeurs qui décorent encore aujourd'hui les villes d'Asie centrale. Son règne est le produit d'une synthèse turco-mongole à son apogée. Mais sur le chemin de la domination mondiale, Timur a dû lever de nombreux obstacles. Le plus grand obstacle était lui-même. Asie centrale. Patrie de Timur et de nombreux autres guerriers des steppes. Ce terme désigne la zone comprise entre les plaines de Mongolie à l'est et le passage du Kazakhstan à l'Ukraine à l'ouest. À notre époque, l'Asie centrale est politiquement divisée en États appartenant principalement au monde turc. Les Kazakhs, les Turkmènes, les Kirghizes et les Ouzbeks sont tout turcophones, c'est-à-dire qu'ils parlent chacun une branche différente de la famille des langues turques. C'est pourquoi la majeure partie de l'Asie centrale est connue à ce jour sous le nom de Turkestan, le pays des Turcs. Bien que les peuples turcs, dont l'existence est prouvée tant sur le plan linguistique que sur le plan archéologique, aient probablement eu leurs origines plus loin en Asie du Nord-Est, ils se sont installés ici après la disparition des Gökturks, répandant l'influence de la culture turque le long de la mer Caspienne. Mais même avant l'arrivée des Turcs, l'Asie centrale était un lieu redouté par les populations sédentaires d'Eurasie. Le climat rude, les steppes et les déserts sans fin, et la végétation clairsemée obligeaient les habitants à pratiquer la modestie dans la chasse et à défendre leur famille des envahisseurs jusqu'à leur dernier souffle. Cela a favorisé leur utilisation de l'arc et des flèches, car les plantations extensives étaient rarement possibles. C'est ainsi qu'ils sont devenus d'excellents guerriers, comme tous les peuples des steppes d'Eurasie. De Tonri à Bumin, et d'Attila à Gengis Khan, les souverains des peuples des steppes étaient en même temps un cauchemar pour leurs voisins sédentaires. Au cours de nombreuses batailles épiques, ils ont semé la peur et la terreur, de la Chine à l'Europe en passant par la Perse. C'est du moins ce que pensaient ces peuples qui ne voyaient dans les tribus d'Asie centrale qu'un ramassis de sauvages infidèles. Et Gengis Khan a peut-être même dépassé leurs attentes. En l'espace de 3 décennies, il a incorporé de grandes parties de l'Eurasie à son nouvel empire. Sous le nom de Mongols, de nombreuses tribus ont alors migré vers les territoires occupés. Mais malgré de nombreuses similitudes, l'arrivée des Mongols ici, en Asie centrale, n'a pas été universellement saluée. Bien au contraire. Les habitants turcs majoritaires ont été victimes de sièges et de massacres, tout comme les Chinois, qui vivaient à 5000 km de là. Des villes comme Boukhara et Samarkand étaient jusqu'alors d'importants comptoirs commerciaux le long de la route de la soie, mais l'arrivée des Mongols a mis fin à cette situation. La force avec laquelle l'Asie centrale a été frappée était si grande que la région n'a pu ni se redresser économiquement ni s'unifier politiquement pendant des décennies. Mais tout n'a pas été détruit lors de l'invasion mongole. Il y avait aussi quelques points lumineux dans le ciel nuageux.
Les Mongols ont amené des Turcs dans les villes situées entre Amudarya et Sirdarya, à savoir ceux qui vivaient auparavant dans les montagnes de l'Altai. Et les Mongols avaient également amené avec eux des Chinois qui avaient été réduits en esclavage pour aider les généraux mongols à conquérir les villes fortifiées grâce à leur technique de siège. L'Asie centrale redevient un lieu façonné par de nombreuses cultures différentes, dans lequel s'amorce une phase de reprise économique. Parallèlement à cette évolution, un autre processus allait façonner l'avenir de l'Asie centrale encore plus que les invasions mongoles. Un produit turco-mongol. Turco-mongol est le terme correct utilisé dans le milieu universitaire, est la famille Barla, qui était composée de descendants de la tribu mongole des Borjigins. Ils partageaient le même ancêtre que Gengis Khan, un certain Bodonchar Minkag, seigneur de guerre épique de Mongolie. 400 ans après sa naissance, ses descendants de la dynastie Borjigin avaient annexé Boukhara, Samarcand et la vaste région environnante, assurant ainsi la domination mongole au Turkestan. À la même époque, les Barlas se sont également installés dans la région. Cependant, contrairement aux autres tribus mongoles, les membres des Barlas étaient sédentaires et mariaient presque toujours leurs enfants à des membres d'autres tribus. Il n'y avait pas d'isolement. Comme le Turkestan continuait à être littéralement habité par les Turcs, les résidents ont alors exercé une pression passive sur les nouveaux venus pour qu'ils s'intègrent. C'est ainsi que la famille Barla s'est d'abord convertie à l'islam, à une variante libérale également pratiquée par les Turcs, puis a adopté la langue turque chagataï. Pendant plusieurs décennies, les Barlas sont restés l'une des familles les plus influentes d'Asie centrale, contrôlant la région de l'ancienne Kish, sans doute la plus ancienne ville habitée en permanence en Asie centrale, dans l'actuel Ouzbékistan. La région entourant Kish était rattachée à la ville de Samarcand, qui faisait à son tour partie du Khanat de Chagatai. Cet état faisait référence à Chagatai, l'un des fils de Gengis Khan, à qui l'Asie centrale fut imposée pour son administration après la mort de son père. À cette époque, les Mongols continuaient à régner sur presque toute l'Eurasie, mais en 4 zones qui se battaient entre elles. La dynastie Yuan régnait sur une Chine unifiée, la Mongolie, l'Asie du Sud-Est et la Corée. La Horde d'Or régnait sur la steppe occidentale de l'Eurasie. L'Ilkhanat, la région du Moyen-Orient influencée par l'Iran. Et le Khanat de Chagatai, les villes commerçantes et les oasis d'Asie centrale. Contrairement aux 3 autres empires, le Khanat de Chagatai a subi une influence turque dès le début, car, comme pour la famille Barla, d'autres Mongols se sont mariés et ont fusionné avec les Turcs résidents. Mais à la fin du XIIIe siècle, une période de guerre constante avec les États voisins s'est installée, notamment avec le sultanat de Delhi. Les motifs religieux étaient également monnaie courante. La stabilité de l'empire, assurée par des villes comme Tashkent, Kashgar, Turfan et Kaboul, commence à vaciller. Les petits-fils de Gengis Khan s'affrontent pour un territoire qui s'étend sur 2 continents, l'unité mongole est une perspective lointaine. Et l'influence des Mongols continue de décliner en raison de leur assimilation. Puis, en 1336, un garçon nommé Timur est venu au monde dans cette ancienne ville de Kish. Il est né dans cette ère incertaine. Entouré de guerre et d'expulsion d'une part, et d'une nouvelle euphorie turco-mongole d'autre part, il va néanmoins s'élever et devenir l'un des plus grands généraux de l'histoire de l'humanité. Qu'il soit une terreur ou un modèle, il était en tout cas une personnalité remarquable et l'une des figures les plus intéressantes du Moyen-Âge. Mais comment Timur y est-il parvenu ? On ne sait rien de la mère de Timur, une certaine Tikina Hatun, si ce n'est qu'elle est morte alors que Timur était encore un enfant. Son père s'appelait Taragé, un petit noble supposé, mais qui avait de l'influence et du prestige. Par conséquent, Timur a également grandi dans une famille aisée. Taragé est également décrit par le voyageur et érudit arabe Shah comme un magnate, c'est-à-dire un noble de haut rang et riche, à la cour de l'émir Hüseyin Karaüna. Au XIVe siècle, les Karaüna mongols ont exercé leur influence ici avant de se rendre en Afghanistan. Les Hazaras d'aujourd'hui, dans le nord de l'Afghanistan, se considèrent comme leurs descendants. Quoi qu'il en soit, Taragé a également pu se positionner comme un bon ami de Hamid Kéréïd, le chef du Khanat de Mogulistan. Cet état s'était étendu dans la région située au nord de la chaîne de montagnes Tangri Khan et constituait, selon toute vraisemblance, une entité indépendante du Khanat de Chagatai. La famille de Timur était donc basée dans la région de Chagatai, mais entretenait de bonnes relations avec l'État voisin hostile.
Ce fait, ainsi que la bonne position de la famille Barla, était tout à fait propice à la carrière de Timur. Habitué à monter à cheval et à chasser depuis son plus jeune âge, il s'est imposé comme un combattant talentueux à l'adolescence. Il avait rassemblé derrière lui une troupe de jeunes ambitieux, avec lesquels il attaquait régulièrement les voyageurs, notamment les marchands, et volait leurs marchandises précieuses et exotiques. Il s'est donc rapidement élevé au rang de mercenaire. Fils du populaire Taragué, il s'engagea dans de nombreuses opérations militaires du Khanat de Chagatai, mais se laissa également engager par d'autres souverains. Le personnage le plus proche de lui est Kazagan, successeur de Uzun, et désormais émir du Khanat de Chagatai. Cet émir entretenait de bonnes relations avec le sultanat de Delhi, qu'il avait aidé avec plusieurs milliers de soldats pour mater les rébellions contre le règne de Mohammed bin Tughluq. Cet événement illustre la position à la fois précaire et favorable du Khanat de Chagatai. D'une part, il était entouré de voisins qui étaient constamment en guerre les uns contre les autres ou dont le régime était devenu instable. D'autre part, de nombreux jeunes politiciens ambitieux y voyaient l'occasion d'une expansion future. L'un d'entre eux est Timur. Vers 1360, il entame ses premières grandes opérations. Tout d'abord, il acquiert de l'expérience dans une série d'expéditions punitives en Transoxiane, capturant beaucoup d'argent pour l'émir, il reçoit sa part, bien sûr. Après que Kazagan eut subjugué les Bulgares de la Volga, Timur attaqua ensuite les villes du Khorasan sur ses ordres. Malgré l'ampleur des invasions mongoles, toutes les terres de l'ancien empire n'étaient pas sous le contrôle des successeurs de Gengis Khan. En conséquence, Kazagan a envoyé Timur, âgé de 30 ans, pour soumettre les seigneurs locaux. L'armée de Timur, forte de 1000 hommes, l'aide même à aller plus loin et à conquérir les colonies de Khorezmia et d'Urgench. Peu de temps après, Kazagan est tué par le fils d'un Mongol influ. En conséquence, une dispute de succession éclate. Tughluq de Kashgar, qui s'appelait également Timur et était khan du Mogulistan, attaqua le Khanat de Chagatai par le nord et pilla la région frontalière. Timur est envoyé par les héritiers du trône pour négocier avec Tughluq, mais il le rejoint. Dans le processus, Timur emmène ses partisans avec lui et reçoit de Tughluq une large bande de Transoxianes en récompense, ce qui lui permet de régner sur les régions qu'il avait conquises pour Kazagan peu de temps auparavant. Au même moment, son père Taragué meurt. Timur, désormais doté d'un certain prestige et surtout d'un territoire, se hisse à la tête de la famille Barla. Tughluq, quant à lui, se déclare souverain du Khanat de Chagatai et distribue les postes avec empressement. Mais le couronnement de son fils Ilyas comme nouveau seigneur de Transoxiane rencontre une opposition massive, notamment de la part de Timur, à qui ce territoire avait été promis peu de temps auparavant. Les souverains du Mogulistan étaient connus de leurs voisins du Khanat de Chagatai, mais aussi de leurs propres sujets, pour leur impitoyabilité. Pour cette raison, Tughluq avait également dû faire face à des rébellions dans son pays. Saisissant l'occasion, Timur s'allie à son compagnon privé Amir Hussein, petit-fils de Kazagan, contre Tughluq. Bien qu'en infériorité numérique, les deux commandants repoussent les envahisseurs dans les steppes. Tous ces événements nous révèlent deux faits importants qui ont été déterminants pour la carrière de Timur. Premièrement, l'opportunisme. Entre sa première mission à la fin des années 1350 et sa victoire sur le Mughalistan en 1363, il avait changé de camp à plusieurs reprises. Peu importait à Timur de savoir avec qui il s'alliait. Au contraire, il se rangeait d'abord du côté du vainqueur probable, puis changeait à nouveau de camp dès qu'il voyait son pouvoir en danger, ou la possibilité d'étendre sa sphère d'influence sous ses yeux. Et associé à cette seconde, la méritocratie. Pour Timur, l'appartenance à une tribu particulière où les différences linguistiques étaient sans importance. Les facteurs qui étaient importants dans sa prise de décision ? Les performances, le talent, l'expérience et la sagesse d'une personne. Il avait rejoint le Kazagan parce que son père lui avait accordé certains privilèges, mais comme ses fils se disputaient le pouvoir, Timur ne les considérait pas comme de dignes successeurs. Néanmoins, Timur n'était pas un naïf. Bien sûr, il a exploité ses antécédents familiaux en sa faveur chaque fois que cela était possible. Et cela inclut sa parenté avec Gengis Khan. Timur était-il dès le départ quelque chose de spécial ? Se voyait-il comme un élu qui, contrairement aux autres turco-mongols, serait le digne successeur des grands souverains de la steppe ? Peut-être. Mais il devait d'abord faire ses preuves en tant que souverain local avant de pouvoir accéder au rang de khan.
Seuls ceux qui ont un bon contact avec le peuple pourront s'assurer de son soutien. Après Kish, Balch était la deuxième ville importante dans la biographie de Timur. Ici, dans l'extrême nord de l'Afghanistan, il avait acquis une bonne réputation en tant que dirigeant local. Les marchands, les membres des tribus, ainsi que les ordres religieux, les nobles et même les paysans se sont progressivement ralliés à lui. Car Timur était connu pour partager ses biens, c'est-à-dire même son butin de bataille, avec les habitants locaux. Il donnait une partie de ce qu'il avait obtenu aux autres, sans faire attention à la classe sociale ou à la communauté religieuse dont la personne était issue. Il se comportait donc de manière fondamentalement opposée à l'émir Uzun, son ancien camarade, qui, à son tour, tombait en disgrâce dans ces villes pour avoir perçu des impôts très élevés et utilisé ses revenus pour ériger des bâtiments ostentatoires inutiles en son nom. Uzun est officiellement le souverain de Balkh, laissant Timur jouer les seconds rôles. Bien qu'autrefois compagnons, Timur et Uzun s'étaient disputés, car le chef des Barlas avait proposé de vaincre finalement Ilyas militairement près de Tashkent. Mais Uzun ne donna pas suite et risqua un retour des Moghols. En 1370, la bataille décisive entre lui et Timur a lieu. Le chef des Barlas traversa la rivière Amudarya, également appelée Seyhan en turc, et encercla Balkh avec son armée. Les soldats de Uzun se sont précipités à l'extérieur, ne voulant pas être en position d'assiéger, mais cela a permis aux troupes de Timur d'entrer. Elles ont marché à l'intérieur de Balkh à une vitesse remarquable. Après avoir sécurisé toutes les rues des défenseurs, ils s'arrêtèrent devant la citadelle. Uzun s'était enfermé ici, laissant le reste de la ville, ses propres habitants, au pillard. Uzun est sorti et a proposé à Timur de quitter la région et de faire un pèlerinage à la Mecque. En retour, il exigea l'amnistie, pour lui-même. Bien que Timur ait accepté, Uzun a accueilli l'opportuniste avec suspicion et s'est enfui. Les hommes de Timur parvinrent finalement à le rattraper et le capturèrent. Il fut tué, mais pas sur les ordres de Timur, mais par un certain Kai Khosrow, qui voulait en finir avec une vendetta avec Uzun. Timur pouvait maintenant se proclamer le nouveau souverain légitime de la ville. Et comme la femme d'Uzun, Sareka Gatin, était une descendante directe de Genghis Khan, Timur lui tendit la main et l'épousa, assurant ainsi sa sécurité économique et celle de ses enfants. Comme les autres successeurs au trône avaient été éliminés un par un, également avec l'intervention de Timur, ce dernier avait l'intention de se déclarer officiellement Khan du Khanat de Chagatai et en même temps l'héritier légitime de Genghis Khan. Une coïncidence a suivi la suivante. Comme il n'avait pas été autorisé à faire reconnaître cette proclamation selon la loi mongole, un mariage ne fait pas de quelqu'un l'héritier de Genghis Khan, il fit proclamer Khan un descendant originel, soit Urgatmish. En retour, Timur prend le titre informel de gendre, Gurkhani. Il imite Uzun et les autres, s'enorgueillit du titre officiel d'émir, et règne désormais en coulisses de manière souveraine sur un morceau de terre à l'ouest, et de manière informelle sur le Khanat de Chagatai. Même un aveugle avec une canne aurait remarqué que ce n'était pas le camp officiel, mais un certain émir qui revenait constamment victorieux des batailles et était régulièrement célébré comme un héros par le peuple. Cela se passait, entre autres, à Balkh, que Timur avait d'abord fait piller en guise de punition, mais qu'il avait ensuite reconstruit et choisi comme lieu de réunion politique. Quoi qu'il en soit, plus personne ne se mettait en travers du chemin de Timur. Il avait atteint son premier grand objectif, celui de la souveraineté sur sa patrie. Le second objectif concerne la région environnante. Avec la bataille de Balkh, il avait assuré sa domination sur la Transoxiane. Mais il avait d'autres grandes ambitions. Des ambitions peut-être trop grandes pour un petit prince comme lui, entouré de superpuissance. Mais Timur avance pas à pas dans ses grandes campagnes de conquête. Sa patience allait en effet porter ses fruits.